Bonjour Jean-Philippe. Donc, Bonjour Léo. tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux d'échanger à nouveau avec toi depuis mon passage chez IBM au sein de ton service il y a quelques temps. Donc, en guise d'introduction, permets-moi de revenir en quelques mots sur ton parcours. Oui. Tu es donc diplômé de Kedge et tu es très loyal à IBM car tu y as passé l'intégralité de ta carrière jusqu'à aujourd'hui. Ce qui te Mhm. réussit plutôt bien, parce qu'après 22 ans d'expérience chez IBM, tu es aujourd'hui considéré comme un leader de la transformation dans le domaine de la banque et assurance, et Forbes t'a ainsi surnommé le French Dr. Watson. Donc, tu as fait tes preuves grâce à tes compétences dans les domaines du digital, de l'IA, de l'analytics, de la blockchain, de l'IoT et des services cloud. Absolument. Mhm. Et en l'espace de cette double décennie, tu as eu l'occasion de beaucoup voyager. Tu es passé par IBM Singapour. Mhm. Tu as dirigé le secteur bancaire pour IBM Watson à New York. Puis tu as dirigé pendant 4 ans le service Cognitive Process Transformation ici en France. Absolument. Ton expertise couvre 3 principaux domaines d'activité: l'expérience utilisateur, le travailleur augmenté et l'automatisation de processus intelligents. Et depuis maintenant 5 mois, corrige-moi si je me trompe, tu es passé VP Monde IBM avec comme périmètre la data et l'IA pour le secteur banque et assurance. Écoute Léo, je crois que c'est encore mieux que les renseignements généraux. Là. Tu me connais très bien. Et alors pour finir, tu as récemment écrit et publié ton premier livre, L'IA sera ce que tu en feras, dont on Oui, parlera dans quelques instants. très Et bien. en parallèle, tu diriges l'impact de l'IA sur les compétences et les ressources humaines pour la Commission européenne depuis 4 ans. Et tu Mhm. communiques tes convictions dans de nombreux programmes universitaires, mais aussi lors de conférences et d'interviews, ce qui tombe très Mhm. bien car c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Absolument. Avec grand plaisir. Et j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi et puis avec les personnes qui prendront le temps de suivre cette discussion. Au contraire, je trouve ça très sympa. Parfait. Alors, première question. Donc, tu as passé toute ta carrière chez IBM, un choix qui se fait de plus en plus rare désormais. Est-ce que Ouais. tu pourrais revenir sur ce qui t'a motivé à prendre cette direction, ce que ça t'a apporté, et comment est-ce que tu en es venu à travailler dans l'IA? Alors, pour répondre à ta question, plusieurs petits éléments. La première chose qui est intéressante, c'est que suite à mon parcours scolaire, j'avais le choix soit de rentrer dans un cabinet de conseil, qui était à l'époque Andersen Consulting, pour ne pas le nommer, qui est devenu Accenture depuis, et, ou IBM. Et en fait, j'ai choisi IBM. Alors, les deux boîtes étaient, de mon point de vue, de très belles boîtes, hein, vraiment de légitimité, une grande notoriété, puis des gens très compétents, chacun dans leur domaine. Mais j'ai choisi IBM parce qu'en fait, j'avais envie de rentrer dans un acteur qui était à la fois d'ailleurs un acteur très international. Les deux l'étaient, mais je trouve qu'IBM a une dimension quand même de multinationale très forte, intrinsèque à notre existence. Et le deuxième point qui m'a guidé, c'est que je voulais rentrer dans un acteur avec on va dire, une très grande richesse de métiers. Je ne voulais pas à tort ou à raison, mais en tout cas c'était mon feeling de l'époque, je ne voulais pas me mettre dans une boîte qui était mono-métier. Je voulais rentrer dans une boîte qui avait et qui a toujours énormément de métiers dans sa palette de compétences, de profils, etc. Donc, j'ai pris la décision d'entrer chez IBM, notamment pour ces deux grandes raisons. Et j'avoue que ce qui s'est passé m'a fait que me renforcer mon choix, on va dire positivement, au sens où je suis rentré effectivement dans une boîte, d'abord qui est une vraie boîte multinationale. Je pense qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui dans le monde. Et je parle de boîtes de très grande taille, hein. Deuxième point, avec une richesse de métiers qui est absolument quelque part sans aucune limite et qui couvre une palette de services quelque part de services à nos clients qui est extrêmement large. Et moi, en tout cas à titre personnel, je m'y retrouve parce que j'y trouve beaucoup de stimulation intellectuelle, j'y retrouve beaucoup de challenge également, et j'y trouve beaucoup d'intérêt parce que quelque part, ça me donne les moyens d'aider nos clients. Donc, si tu veux, voilà un peu les ingrédients qui ont fait ce choix-là et qui, quelque part, pour répondre à ta question, qui ont fait que finalement, je ne me suis jamais ennuyé. Je crois que ce qui est important dans un parcours pro, c'est d'abord de faire ce qu'on aime, ça c'est fondamental, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Et quand on a la chance de trouver un environnement professionnel qui quelque part, le matin lorsqu'on se lève, on a envie de créer, on a envie d'assister nos clients, on a envie de travailler avec nos collègues, tant qu'on a cette dynamique perso,
ben, je pense qu'il faut y rester. Enfin, partir pour partir, ça n'a que peu d'intérêt. Et donc, dès qu'on trouve quelque part ce que j'appelle moi souvent l'alignement des étoiles, hein, être dans la bonne boîte, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, tant que je veux dire, ce quatuor d'ingrédients persiste, ben, je pense qu'il faut simplement rester, continuer à évoluer, à se développer. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas, me concernant. D'accord. Et du coup, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait se lancer en IA? Ah, alors, je vais faire un conseil, non pas de choix de boîte, qui pour moi n'aurait pas beaucoup de sens. Par contre, un conseil qui est le suivant, et qui d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de mon livre, hein, que j'ai publié effectivement aux éditions Duno, hein, c'est l'IA saura ce que tu en feras. Et comme Mhm. je sais que tu as lu ce livre avec attention, n'est-ce pas Léo? Autrement, si tu dis non, attention, je coupe l'interview. Donc j'espère que tu as lu avec attention. En tout cas, je suis sûr que ça t'a intéressé si tu l'as lu. Dans ce livre, tu sais, je dis beaucoup, je reviens toujours sur ça, arrêtez d'en parler, faites-le. Just do it. Arrête d'en parler. Les gens n'arrêtent pas d'en parler, d'en débattre. C'est insupportable. Il faut le faire. Donc, pour revenir à ta question, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a vraiment envie de découvrir ce que c'est que l'IA, il ou elle doit le faire. C'est-à-dire qu'il faut concrètement, tu vas sur Internet, tu prends une API d'une plateforme du marché, et quelque part, tu te mets hands-on, tu te mets à bâtir un projet, même si c'est un tout petit projet, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de le faire de manière opérationnelle, parce qu'en le faisant, immédiatement, tu en comprends à la fois les capacités, tu en comprends aussi les incapacités, donc ça évite d'avoir des fantasmes autour de l'IA. On y reviendra, je l'espère, dans la discussion qu'on va avoir tous les deux. Ouais. Et quelque part, c'est qu'en le faisant. Autrement, si tu continues uniquement à en parler, ben, tu as une idée de toute façon, par définition, erronée de ce que peut ou pas apporter ce sujet dans la transformation de nos vies. Voilà, ça c'est un avis qui est très simple. Donc, pour faire court, just do it, fais-le. D'accord, c'est bien noté. Super. Alors, l'un de tes objectifs, et a fortiori l'un des objectifs d'IBM Watson, c'est de Mmh. renforcer l'adoption des utilisateurs en améliorant leur expérience grâce notamment à l'IA. Mmh. Alors, qu'est-ce que propose Watson sur ces sujets? Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de projets originaux qui t'ont particulièrement marqué et qui répondent à cet objectif? Oui, bien sûr. Bon, d'abord, le marché de l'IA aujourd'hui est un marché qui est très éclaté, au sens où tu vas retrouver des très grands acteurs de la place, dont IBM Watson, mais pas que. Hein, tu vas retrouver les Microsoft, les Google, les Amazon de la place, et tu vas retrouver, et Dieu merci, je trouve, une myriade de startups, de fintech qui travaillent autour de l'IA. Et je pense que plus le temps passera, tu verras que le sujet de l'IA est un sujet qui est super pervasif. Ça veut dire que tous les acteurs vont devoir ou vont d'une manière ou d'une autre, devoir inclure l'IA dans le mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut, de mon point de vue, cranter, parce que ça veut dire qu'on est face à un marché qui est extrêmement hétérogène, extrêmement éclaté. Point numéro un. Point numéro deux, qui, moi, en tout cas, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, mais encore une fois, on peut en débattre, parce que je ne suis pas une source de vérité, mais c'est mon retour d'expérience que j'ai jusqu'à aujourd'hui d'une dizaine d'années maintenant de projets d'IA, c'est que moi, je crois beaucoup aux approches plateformes, quelle que soit la plateforme. Et pourquoi est-ce important? Parce que comme l'IA va se déployer de manière extrêmement large et de manière pervasive au sein des grandes boîtes ou des petites boîtes, c'est-à-dire que tous les métiers vont être touchés par l'IA, il n'y en a aucun qui échappera. J'ai bien dit, il n'y aura aucun métier qui échappera à l'impact de l'IA, ça j'en suis sûr et certain. Je pense donc que pour déployer cette IA de manière consistante, robuste, performante, efficiente, seule une approche plateforme d'IA te permet de le faire. Donc c'est pour ça, ça c'est mon deuxième point, il faut raisonner de manière plateforme. Ensuite, troisième point, tu m'as demandé de parler de use case, si c'est bien ça. Ouais. Les use case, il y en a beaucoup, mais quelques exemples. On travaille beaucoup dans toute la partie digitale, c'est-à-dire en fait toute la relation et l'interaction avec les clients d'une grande boîte ou d'une petite boîte. Cette interaction qu'on appelle, tu sais, UI, UX, UI, User Interface, et UX, User Experience, Mhm. va être radicalement transformée au travers de l'IA. Aujourd'hui, on déploie des agents conversationnels qui sont capables de couvrir jusqu'à 55% d'une conversation avec un être humain complètement de manière par ces systèmes-là, si tu veux. Ça veut donc dire que 45% sont traités par un humain. Donc c'est pour ça que je mise bien, moi, sur la complémentarité IA plus humain. L'un ne va pas remplacer l'autre, mais ce qui est vrai, c'est que cette complémentarité dans le modèle relationnel entre un établissement, quel qu'il soit, et ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, va être de fait radicalement transformée au travers de l'utilisation du sujet de l'IA et de la data. Ça, c'est un sujet numéro un. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est majeur, qui est un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire c'est
comment je me sers de l'IA pour, les anglo-saxons ont un terme que j'aime bien, mais bon, même si c'est anglais, empowerment, tu sais, la fameuse assistance, augmentation de l'être humain, j'y crois énormément. Ça peut être un docteur, ça peut être un banquier, ça peut être un gars des telcos, ça peut être un créateur, ça peut être un avocat, ça peut être ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être un ouvrier dans une chaîne spécialisée, dans une usine de manufacture. Tu verras que tous ces métiers-là seront touchés, bien sûr différemment, mais ils seront tous touchés avec une approche qui consistera à dire je bâtis un système qui va aider un homme ou une femme à mieux faire son métier, à l'aider à faire son métier. Et ça, c'est un sujet qui est sans aucune limite parce que ça va toucher encore une fois des métiers qui sont très manuels, des métiers qui sont très, entre guillemets, intellectuels. Donc, tous les métiers vont y passer. Et le troisième sujet qui, moi, m'intéresse énormément, qui, à mon avis, va être comment dirais-je, un levier d'accélération de l'IA très important, c'est le sujet des processus métiers, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, les fameux intelligent workflows, c'est-à-dire les workflows dits intelligents, dits smart, ils sont intelligents parce qu'on y injecte de l'IA. Donc après, je te laisserai juge de savoir si c'est intelligent ou pas. Ça, on peut en débattre beaucoup de temps. Mais en tout cas, tu auras ta propre appréciation sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup parlé de RPA jusqu'à maintenant, cette fameuse notion, tu sais, de robotique process automation. Moi, je pense qu'on ferait mieux de parler aujourd'hui de LPA, learning process automation, c'est-à-dire en fait de processus non pas simplement dits automatisés, parce que ça fait 30 ans qu'on le fait, mais des processus où on va injecter de l'intelligence artificielle pour que ces process puissent s'améliorer au fil du temps de par l'apprentissage qu'ils vont faire au travers d'une activité qui est faite par un homme ou une femme dans son métier. Donc voilà les trois grands domaines qui aujourd'hui sont devant nous et qui sont en train d'accélérer de manière assez fantastique. D'accord. Alors, tu es spécialisé du coup dans les services banques et assurances et tu as mené des projets d'envergure pour de nombreuses institutions financières internationales. On va faire un petit focus maintenant sur justement ce secteur. Où est-ce qu'en est l'IA dans les services financiers aujourd'hui? Qui sont les leaders? Et est-ce que selon toi, l'IA représente l'avenir des fintechs? De toute façon, alors, je vais commencer par ta dernière question. L'IA, la question, ce n'est pas s'il faut y aller. Hein. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Le site, enfin, la personne qui se pose aujourd'hui avec une question sur l'IA, s'il faut qu'il y aille, enfin, elle a raté un wagon là. Et je pense que malheureusement, c'est un wagon important qu'elle a raté. Et je pense qu'on n'existe pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun client qui nous pose une question du si. Les clients nous posent la question du comment et quoi. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais et pourquoi, par quoi je commence, et ensuite, comment est-ce que j'y vais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui, moi, m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, les clients nous challenge, et ils ont raison, sur le point efficient. Ils veulent déployer l'IA de manière efficiente, pas à n'importe quel prix. Comme toujours, il y a un gain bénéfice-coût qui doit être établi. L'IA n'échappe pas, et Dieu merci, c'est rationnel. Et quelque part, pour qu'il y ait cet équilibre entre le gain que je peux tirer de l'application de l'IA et les coûts qui sont inhérents à ce sujet-là, eh bien, en fait, quelque part, il faut avoir une logique d'efficience, c'est-à-dire de déployer de manière efficiente ce que j'appelle moi la mise à l'échelle de l'intelligence artificielle chez nos grands clients. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous est posé, c'est quel est le modèle qu'il faut que je bâtisse, modèle opérationnel, modèle organisationnel, modèle humain et modèle technologique qu'il faut mettre en place pour pouvoir déployer, mettre à l'échelle ce sujet de transformation. C'est avant tout un sujet de transformation. Et si je peux me permettre, s'il y a là en face de nous aujourd'hui, Léo et puis tes collègues ou de l'auditoire, si dans l'auditoire vous aimez la transformation des métiers, si vous aimez l'accompagnement des hommes et des femmes, quel que soit leur job, vous allez être passionné, puisque je crois qu'on est sur un sujet dont l'impact ne fait que commencer. Donc, si vous vous intéressez au sujet, si vous vous intéressez à l'impact sur les métiers, la transformation des métiers, c'est un sujet qui est majeur, où la technologie va jouer un rôle très important, mais encore une fois, c'est un sujet qui est éminemment métier, c'est un sujet qui est éminemment humain. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un nouveau paradigme qui est, de mon point de vue, cette fameuse collaboration homme-femme-machine qu'il nous faut inventer. Et je me bats, entre guillemets, positivement, contre tous les discours qui consistent à, entre guillemets, anxiogènes sur l'IA. Il y a à peu près dans 2-3. Alors maintenant, Dieu merci, ça commence un peu à passer, puisque je crois que la mode est passée, donc les personnes qui portaient ce type de discours ont peut-être moins d'impact médiatique, et Dieu merci. Mais il y a 3 ans, c'était une caricature. Enfin, c'était Terminator. Comme toute caricature, elle est dangereuse parce qu'elle déresponsabilise les gens. Donc, elle nous déresponsabilise. Je crois avant tout qu'il faut avoir une vision
pratique des choses. C'est pour ça que, à ta question, j'ai dit il faut faire. Seul le fait de faire permet d'avoir une vision pragmatique du sujet, point numéro un. Point numéro deux, quand tu fais, que tu déploies à l'échelle, tu commences à voir et à comprendre quelle est la portée des transformations. Et comme tu commences à la comprendre, tu peux t'y préparer. Et moi, je crois beaucoup à l'accompagnement du changement, à l'appropriation, à l'adoption. Parce que si tu ne veilles pas à ces sujets-là, qui sont plutôt des sujets soft, et non pas des sujets dits hard, et tu passes à côté du sujet. Donc voilà un petit peu, de manière très synthétique, mon ressenti du sujet sur le terrain. D'accord. On va passer un peu à un côté cocorico, entre guillemets. Euh, Il est alors, temps, il est temps. même si nous sommes encore loin de la Chine et des États-Unis, euh, Ouais. l'IA et plus largement tout l'écosystème autour de la tech se sont et se développent encore fortement en France, qui n'a Oui. pas à rougir face à ses voisins européens. Selon toi, qu'est-ce que la France a que les autres n'ont pas? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait nous freiner dans la course à l'IA? Alors, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, là où je pense que tu as raison, c'est que moi je trouve il y a une dynamique indéniable en France qui est une très belle dynamique autour de, d'acteurs de petite, moyenne et grande taille. Ça, c'est une réalité, ça je le pense. Par contre, je crois qu'il ne faut pas non plus se mentir. Si tu prends un petit peu du recul par rapport au sujet, tu t'aperçois quand même que le combat se situe aujourd'hui quand même entre deux plaques continentales que sont d'un côté les États-Unis et de l'autre côté la Chine. Oui. Je pense que nier ça serait nier une réalité et je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit de se mentir. Donc, tu vois, j'essaie de pondérer les choses en mettant, en tout cas en essayant de prendre du recul par rapport au sujet. Le troisième point, on a une dynamique, on a une créativité, on a des hommes et des femmes de très bonne formation sur des sujets d'ingénierie et qui donc créent cette dynamique-là, cette envie d'entreprendre. Ça, c'est super positif, super positif. Par contre, c'est la mise à l'échelle qui pose problème. Pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'ils arrivent à un petit succès ou un grand succès pour certains d'entre eux, souvent, beaucoup d'entre eux pensent à aller chercher de l'argent ailleurs ou partir sur d'autres plaques géographiques pour pouvoir développer leur business et continuer vraiment à se déployer. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser parce que là, je raisonne Europe et non pas simplement en France. On a tous les jours quelque chose d'extraordinaire en termes de dynamique autour de ces sujets-là. Ensuite, si je continue le raisonnement, moi je trouve qu'en France, beaucoup d'acteurs se sont appropriés l'IA de manière extrêmement intéressante, voire même certains d'entre eux sont des leaders. Je n'aime pas parler de nos clients sans leur demander leur avis, donc je ne vais pas le faire. C'est une question de correction d'intégrité. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup dans le domaine de la banque. Tu me vois beaucoup communiquer sur la banque dans d'autres types de conférences avec l'accord de mes clients. Tu verras que je cite beaucoup certaines banques de la place qui sont extrêmement avancées sur ces sujets-là. Quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un job mondial chez IBM où je couvre toute l'activité bancaire et assurance au niveau mondial, les plus grands comptes d'IBM. Donc je parle en connaissance de cause, puisque je vois la maturité des acteurs. La maturité de certains acteurs français n'a rien à envier avec la maturité de grands acteurs asiatiques ou de grands acteurs américains. Alors par contre, après, c'est peut-être une question d'échelle ou de nombre qui fera la différence, puisqu'on travaille sur des marchés qui sont comme des tailles un petit peu différentes. Mais je t'assure qu'on a vraiment des acteurs qui sont, comment dirais-je, sur la crête en termes de performance et de maturité sur ces sujets-là. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top. D'accord. Alors, on a mentionné ton livre, donc publié aux éditions Duno en 2019, Oui. l'IA sera ce que tu en feras. Est-ce que tu pourrais te prêter au jeu du pitch pendant une petite minute? Ah, alors le pitch va être simple. Euh, arrête d'en parler, fais-le. Deux, j'ai fait ce livre parce qu'il est venu en réaction par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Trop de blabla, trop de discours alarmistes, trop de discours qui nous déresponsabilisaient. Et j'ai voulu faire un livre qui était à l'opposé de ça, c'est-à-dire un livre d'un praticien. Moi, je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien de l'IA. J'ai la chance de faire des projets d'IA depuis 10 ans, de les mener chez mes clients et donc de les délivrer. Et donc, je voulais profiter de cette prise de recul que j'ai prise de 10 années pour écrire ce livre. Tu le sais, tu as 10 règles d'or qui sont dans ce livre. Donc, les 10 règles d'or sont des règles d'or, alors abordées de manière un peu sympa, un peu humoristique, parce que je pense qu'on peut être très sérieux sans trop se prendre au sérieux, parce que la vie est trop courte. Mais fondamentalement, tu sais que j'aborde ces 10 points avec des exemples, avec du retour d'expérience, avec des choses qu'on a apprises, des choses qu'on a découvertes, des choses qui marchent bien, des choses qui ne marchent pas bien. Et donc, j'ai essayé, si tu veux, à chaque fois de remettre les choses sur une réalité opérationnelle pour que les gens, en lisant ça,
puissent quelque part gagner du temps lorsqu'ils vont ou lorsqu'elles vont déployer des projets d'IA. Donc c'est ça grosso modo le pitch. La dernière chose que je tiens à rajouter, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu entre les lecteurs et moi, il n'y en a pas, c'est que d'un point de vue personnel, si vous achetez ce livre, j'en tirerai aucun bénéfice, puisque 100% de mes droits d'auteur vont à la Fondation Necker des enfants malades. Et donc c'est écrit à l'intérieur du livre, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et donc je vous le lis tout de suite. Donc encore une fois, si le sujet vous intéresse, commandez-le sur Amazon ou où vous voulez, ou à la FNAC, où vous voulez. Mais j'espère surtout qu'il vous interpellera sur l'approche opérationnelle d'un projet d'IA avec ce que j'en ai moi retenu. Et puis, si vous avez des feedbacks, j'aurai grand plaisir à les recevoir. Vous mettez un petit mot. Ça m'intéresse toujours d'avoir le regard critique de personnes qui, au travers de la lecture et surtout en comparant avec ce qu'ils ou ce qu'elles font, me permettent moi aussi de revoir certains points de vue puisque j'apprends tous les jours. Et c'est ça qui est passionnant sur ce sujet-là. Ouais. Alors, dans ton livre, justement, tu soulignes le fait que l'IA est intrinsèquement humaine par essence. Absolument. Pareil. Que penses-tu justement des visions qui s'opposent dans la matière? Je pense notamment d'un côté à Luc Julia qui nous dit que l'IA n'existe pas, ou à l'inverse, Laurent Alexandre qui prédit une IA forte et quasi démiurgique. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Alors moi, je ne suis pas Madame Irma. C'est-à-dire que les gens qui ont une capacité de prédire le futur, je leur souhaite un bel avenir, c'est le cas de dire. Mais moi, je ne suis pas un prédicateur, petit 1, et je ne suis pas Madame Irma. Donc, je suis plutôt comme saint Thomas, je prends ce que je vois et je prends ce que je fais et j'essaie d'en tirer comment dirais-je, des apprentissages et des leçons, et ensuite pour pouvoir ensuite prévoir ou travailler sur des choses qui vont être successful ou des choses qui ne vont pas être successful et de les anticiper autant faire se peut. Donc, si tu veux, pour répondre à ta question, je crois fondamentalement, et c'était l'objet de mon livre, l'IA sera ce que tu en feras, c'est-à-dire quelque part, comme toute technologie, entre nos mains, le sujet de l'IA, comme tu l'as dit, est éminemment humaine. Les algorithmes sont faits on procède à des processus d'apprentissage qui sont faits par des hommes et des femmes, et tu sais quoi, à la fin des fins, l'IA, elle est utilisée par toi ou moi, et nous sommes jusqu'à ce nouvel ordre des êtres humains, d'accord? On n'est pas des robots tous les deux. Donc, quelque part, tu vois bien que la boucle est bouclée sur ce sujet-là qui est éminemment humain. Et pour ceux qui font vraiment de l'IA, et encore une fois, faites-le, et vous verrez que c'est d'une limpidité absolue. Quand tu le fais, tu vois bien que c'est super labeur intensif d'ailleurs. Et d'ailleurs, certains de mes clients sont surpris, même si je leur dis avant, puisque je leur dis, attendez, vous êtes surpris parce que vous allez découvrir que les projets d'IA sont des projets qui mobilisent beaucoup de collaborateurs, de collaboratrices. Ils me disent, ah bon, on croyait que c'était magique. Mais donc l'IA, c'est tout sauf magique. Il y a une quantité de travail qu'il faut faire pour que ce qu'on appelle, tu sais, le processus d'apprentissage soit bien fait. Il faut que le processus de supervision soit bien fait. Donc tout ça, c'est des hommes et des femmes qui le font. Il faut arrêter de fantasmer. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc si tu veux, ce que j'ai essayé d'apporter dans ce livre et mon propos auprès de toi et puis de nos auditeurs, auditrices, en tout cas en ce moment même, c'est vraiment ça, c'est qu'on est sur un dossier qui est ni plus ni moins humain. Il est humain jusqu'à son centre. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, il y a une autre dimension qu'il faut qu'on ait en tête par contre, et ne pas le dire, je pense, serait une faute, y compris d'ailleurs une faute morale, c'est qu'on est sur un sujet effectivement qui pose aujourd'hui, et va continuer d'ailleurs à le poser, des questions d'éthique, des questions de transparence, des questions d'explicabilité, des questions qu'on appelle en anglais, excuse-moi mon anglicisme, de robustness. Est-ce que les modèles que l'on développe sont dits robustes? Ça, c'est des vraies questions. Mais de là à en faire une sorte de mouletta rouge pour attirer l'attention ou pour faire peur aux gens, ça, je suis mais profondément contre, profondément contre. C'est Et contre-productif. tu viens de parler de transparence, d'explicabilité des rationnels de décision, par exemple. Oui. Euh, comment est-ce que IBM ou Watson pallient à ces difficultés? Comment est-ce qu'ils font le gage de la transparence sur leur projet? Alors, oui, d'abord, tu as plusieurs choses. IBM est une boîte, mais il n'y a pas qu'IBM. Mais IBM est une boîte qui, c'est pour ça que j'y reste, c'est qu'on a eu très tôt soit l'intuition, soit la compréhension que ces sujets-là allaient être très importants. Donc, on les a pris très tôt en prise de compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'effet de mode il y a 2-3 ans pour commencer à se dire, tiens, ce serait bien que l'IA soit, entre guillemets, ait une éthique ou des valeurs. Très tôt, et tu reprendras les éléments, parce que tout est public, hein, tu verras que les discussions, les topos qu'on avait, les présentations qu'on avait il y a déjà 5-6 ans mentionnaient déjà tous ces sujets-là en sous-jacent, et même de manière explicite, de manière extrêmement claire.
Ensuite, ça c'est un premier point. Ensuite, par rapport à ta question, c'est comment est-ce que nous, on le prend en main. Tu as plusieurs niveaux de réponse. Tu peux avoir un niveau de réponse technologique et tu peux avoir un niveau de réponse humain. Je ne crois pas à une monoréponse. Je crois que la personne qui dit qu'on va tout résoudre avec un tout technologique nous ment. Et je crois qu'au même titre, quelqu'un qui nous dit qu'il va résoudre le problème uniquement avec l'humain nous ment complètement, puisque seule l'approche holistique de ces sujets-là, c'est-à-dire humain plus techno, plus organisation, plus processus, permet d'appréhender ce sujet-là. La réponse technologique, on l'a, nous, annoncé il y a maintenant, je crois, excuse-moi si je fais une bêtise, mais ça n'a pas beaucoup d'importance là, mais 1 an et demi, 2 ans, je crois, on a annoncé une solution qui s'appelle AI OpenScale, qui est en fait une solution qui permet d'identifier, de qualifier et de corriger ce qu'on appelle les biais dans le sujet de l'IA. Et d'ailleurs, ça fonctionne sur une logique open model, c'est-à-dire ça fonctionne sur du Google, sur de l'Azure, sur de l'open source, sur du Watson. Donc, tu vois, on est déjà dans une logique d'open architecture très forte. Donc, ça, c'est la réponse dite, entre guillemets, technologique. Et ensuite, tu as une réponse qui est humaine. Et là j'en reviens à nous. Je vais te donner un exemple. Si tu fais un processus d'apprentissage qu'avec des hommes, tous blancs, tous de ton âge et tous de ton école, tu vas créer un tout petit peu des biais quand même. Ouais. Si, à contrario, tu es très vigilant sur ce sujet-là et déjà tu fais attention qu'il y ait une parité, à minima, hein, commençons déjà par la parité homme-femme. Deuxième point, tu commences à avoir aussi une mixité sociale. Troisième point, tu as une mixité, pourquoi pas, de race. Tu vois, et au fur et à mesure, tu commences à prendre conscience que tu as entre les mains un système qui va apprendre d'hommes et de femmes, et donc quelque part, comme ce sont ces hommes et ces femmes qui vont faire partie intégrante du processus d'apprentissage, plus ce groupe est divers, diversifié, plus il y a de la diversité, plus tu vas t'assurer que l'apprentissage que tu vas apporter à ce système dit intelligent va être le reflet de ce groupe d'individus et donc va être le reflet d'une certaine diversité. Et donc quelque part, tu vas, je l'espère en tout cas, euh, comment dirais-je, limiter les biais que tu vas y injecter. Et ça, c'est la réponse humaine. Et tu vois bien que la seule réponse humaine ou la seule réponse techno ne permet pas d'aborder le sujet. C'est bien les deux sur lesquels il faut veiller. Donc, d'où mon obsession, entre guillemets, de cette logique holistique du sujet. Il y a du métier, il y a de la techno, il y a de l'humain, et c'est tout ça qui, combiné ensemble, permet d'apporter de la valeur ajoutée sur le sujet de l'IA. D'accord. Donc tu l'as dit, si je résume, l'IA est humaine. Elle est logiquement parsemée de nos propres biais cognitifs. Et donc, Absolument. L'IA est par définition biaisée. C'est-à-dire que ouais. les gens qui disent encore une fois que l'IA, il n'y a pas de biais, nous mentent. Oui, l'IA a des biais. L'IA et les biais, c'est les deux facettes d'une seule et même pièce. Et pourquoi? Parce que c'est humain. Et nous avons tous des biais. Ou alors, en tout cas, moi, j'en ai en tout cas. Ouais. Je pense qu'on en a tous, je crois qu'on en a 180 au total. Ah bon, si tu sais, d'accord, 180, si tu sais les numérotés, tu me les envoies, s'il te plaît, je vais vérifier. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. D'accord. Donc l'éthique et l'IA sont intrinsèquement liés. Ouais. Nous allons recevoir au sein du club prochainement Jean-Gabriel Yanassia, spécialiste de l'IA et directeur du comité d'éthique du CNRS. Oui. Pour faire justement une belle transition entre nos vidéos, est-ce que tu aurais une question à lui poser? Bah, ma question va rebondir sur ta remarque de tout à l'heure quand tu m'as posé la question sur la France, l'Europe, etc. Moi, ce qui m'interpelle sur ce qui se passe en Europe, et tu sais que, parce qu'on se connaît tous les deux, tu sais que je travaille dans un groupe de travail, je ne suis pas le seul, Dieu merci. Hein. Je travaille dans un groupe de travail qui travaille pour la Commission européenne sur l'impact de l'IA, sur les métiers, les compétences, etc. Parce que je pense que ça fait partie de ma contribution, au même titre que d'autres le font. Il faut prendre du temps, il faut contribuer. Ça fait partie, je pense, de nos rôles en tant que citoyen et en tant qu'individu où je me sens responsable des sujets que je traite. Pour en venir à ta question, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est quel est le modèle européen que l'on veut. Et je pense qu'un modèle européen, quel qu'il soit, ne peut pas être un modèle uniquement théorique où on comment dirais-je, positivement, où seul le discours tient lieu de j'ai des valeurs et donc quelque part je fais un truc qui lave plus blanc que blanc. Mais ce qu'il faut, c'est que si même on dit ça,
il faut que ces valeurs-là deviennent un modèle pour qu'ils s'imposent aux autres. Et je pense notamment à la plaque américaine et ou à la plaque chinoise. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux. L'Europe, comme je dis tout à l'heure, nous avons collectivement tous les atouts pour être puissants sur ces sujets-là. Et donc, quelque part, si on raisonne sur cette logique d'éthique, de valeurs, faisons un modèle européen qui repose sur des valeurs dites européennes, mais rendons-la opérationnelle, rendons-la quelque part impactante sur un écosystème global, au sens propre du terme global, hein, sur un écosystème global qui est celui de l'IA. Est-ce que tu me suis ou pas? Ce qui est puissant, c'est ce qui impacte les autres. Ce qui est puissant n'est pas simplement un sujet monocentré, égocentrique, où ça n'impacte que toi. Ça n'a aucun impact sur les autres. Et donc, ce n'est pas puissant. Alors après, effectivement, tu peux dire que tu es super éthique. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que je mets en place qui correspond à des valeurs qui sont les nôtres? Point numéro 1. Point numéro 2, qu'est-ce que je mets en place pour opérationnaliser ce modèle-là pour qu'il rayonne dans un écosystème global? C'est ça qui est notre enjeu, comme le font d'autres continents avec leur culture, leurs moyens, leurs valeurs. Et je ne les juge pas, je ne me permettrai pas de dire, mais tu vois l'approche que j'ai? Ouais. D'accord, parfait, c'est noté. On abordera cette question avec lui. Alors, Jean-Philippe, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Ouais. qui étaient très intéressantes. Et puis, les questions seront posées à Jean-Gabriel Ganassia pour la suite. Merci. C'est super. Merci beaucoup, Léo. Bye, à bientôt. Merci. À bientôt. Salut.